Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel opus de Et pour quelques couronnes de plus. Donc aujourd'hui c'est un numéro spécial. Après le petit break sur les Grimkin, on va continuer sur les thèmes force. Donc aujourd'hui on va voir les thèmes force Menottes, Orboros et Dunia et Troll. Et je suis encore avec Jean-Marc. Bonjour Bonjour, Jean-Marc. ça va? Très bien, et toi? Ça va, ça va. Donc si on a choisi ces trois factions en même temps, c'est parce qu'il y a une cosmologie qui les réunit. Il y a vraiment des liens entre Orboros, Menottes et Dunia. Et on va commencer par vous parler un petit peu de ça, et c'est donc Jean-Marc qui s'y colle. Alors déjà, avant toute chose, je ne souhaite pas heurter de sensibilité, mais dans l'univers de Limoren, les dieux existent. Il n'y a pas de question à se poser, c'est une certitude absolue. Même ceux qui refusent d'avoir un dieu tutélaire comme les Scorn, les Céphalix ou les Grimkin ne nient pas l'existence des dieux. Les dieux existent et c'est une absolue certitude. Et un truc sympa, c'est que tout le monde peut devenir Dieu. Si on veut, il y a des moyens. Il Il y y en a a des qui réussissent. moyens, mais voilà, faut bosser. Barnabas, par exemple, est le dernier à avoir essayé de À devenir avoir Dieu. réussi, c'est marqué dans le command Il a book réussi, il n'est pas un Orboros. demi-dieu? Non, Non, il c'est est... marqué dans le command book Orboros que c'est un dieu, il a accédé au statut divin. Ouais. D'ailleurs, j'ai lu les command books qui sont sortis, Orboros, Troll, enfin un peu tous, et je dois dire que je suis assez déçu. En termes de fluff, c'est quand même pas terrible pour une base d'armée. Par exemple, j'ai relu celui de Menottes avant de préparer l'émission, et il n'y a rien du tout sur la création du protectorat, ça commence direct, alors les ordres militaires du protectorat, donc c'est... Il y a quelques informations en plus quand même. Ouais, Il il y n'y a a quelques pas, il y a bribes pas de que de fluff. l'ancien fluff, il y a aussi des choses Mais je trouve surtout sympas. qu'il manque l'ancien fluff pour comprendre une faction. Ouais. Et enfin, j'ai été assez déçu par ces livres-là. Par contre, les illustrations sont assez magnifiques. Ouais. Ah tiens, d'ailleurs, je vais faire un aparté. C'est bien parce qu'on va commencer en fait dans 10 minutes, mais ça, c'est pas grave. Je voudrais remercier Elric qui fait un super boulot sur BG, donc je le connais pas, mais si vous allez dans la section background, vous avez plein d'articles traduits. Et Elric fait ça bénévolement, il y a quasiment jamais un merci ni rien dans les commentaires, mais par contre, si vous aimez le fluff et si vous voulez pas lire en anglais, il y a vraiment plein d'infos super là-dedans. Et pour avoir échangé un peu avec lui par MP, je le connais pas non plus. Il est très sympa. Il fait des demandes sur ce qu'on veut par la suite ou autre. Enfin, c'est vraiment un super boulot qu'il fait. Donc on va revenir après ces 10 minutes d'aparté avant même le début sur la cosmologie. Donc comme je disais, les dieux existent. Il y a deux versions de la création du monde. Je vais commencer par la version ménite. Alors il y a un chaos originel, duquel Ménote s'extrait tout seul, et il crée le monde, le soleil et tout ce qu'il y a sur le monde, les animaux, tout ça, les montagnes, c'est Ménote. Il choisit une forme qui lui convient, donc il prend celle d'un géant humanoïde, et il va créer l'humanité. C'est son ombre projetée sur les flots, partout où il passe, qui va créer l'humanité. C'est beau. Quand tu dis humanoïde, c'est qu'il ressemble. Enfin, c'est humain ou on sait pas trop On sait, visiblement, dans la version Ménite, c'est humain. Ouais. Mais Ok. justement, c'est pour ça que je reste sur le terme d'humanoïde. On ne sait pas si la création de l'humanité par Ménote est volontaire ou si c'est accidentel. En tous les cas, il crée l'humanité. Ouais, c'était peut-être à l'insu de son plein gré. C'est ça. Oups. Il porte un masque, alors c'est pour cacher sa beauté et sa colère aux hommes, qui ne pourraient pas le regarder sans devenir fou tellement il est beau, et s'ils se mettent en colère, ils mourraient tous parce que Ok. c'est Ménote. En même temps, ou un peu après, je pense, puisqu'on est toujours dans la version de Ménite, le ver dévoreur s'extire plus aussi du chaos originel, et comme on en avait parlé pour les Grimkin, Ménote n'a qu'un but, c'est de créer la civilisation dans le monde. Le ver dévoreur, lui, n'a qu'un seul but, c'est de détruire toute forme de civilisation. Il est lié à la nuit et aux lunes, donc il y a 3 lunes, Calder, Laris et Aris, et là où il passe, il y a des bêtes sauvages et prédatrices qui naissent. C'est une sorte de génération spontanée de bêtes partout où le ver dévoreur passe. Alors, par contre, il a été créé. Alors, est-ce que son but, c'est vraiment de détruire la civilisation ou c'est juste que c'est lui, c'est le chaos? Il incarne le chaos, donc c'est pas qu'il vise particulièrement la civilisation. C'est une C'est juste. opposition, c'est deux concepts qui sont nés en même temps et qui sont différents. Ouais, voilà, C'est c'est le ça. C'est concept de pas la son. civilisation et l'autre c'est le monde Le chaos. sauvage, le chaos. Voilà ça. Mais il a pas pour objectif de. Enfin, c'est juste qu'ils sont C'est opposés. Il juste qu'ils s'est sont pas opposés. créé contre l'autre, quoi. Non, donc Ok. comme on l'avait dit, c'est le loyal neutre et le chaotique neutre dans Donjons et Dragons, et c'est pas le bien et le mal, faut bien faire Ouais. la distinction. Il y a un combat entre les deux dieux qui manquent de détruire le monde, du coup ils décident d'aller en Urkahan,
qui serait la place entre le chaos originel et le monde de Charon. Autant qu'on puisse cartographier des plans d'existence comme ça, c'est quelque chose d'à part. Ok. Maintenant, la version de Dunya est légèrement différente. C'est Dunya qui s'extirpe elle-même du chaos Alors, juste, originel. c'est qui Dunya? Alors Dunya, c'est la déesse des trolls, des pharaons, des ogruns, des bogrins, des gobers. Donc tout ce qui est loser, ça vénère Dunya, en gros. C'est un point de vue. Donc Dunya s'extirpe du chaos originel et elle... alors là, c'est pas clair si elle crée ou elle est le monde en même temps. Une sorte de concept New Age de Gaïa. Elle pleure d'être si seule et ça crée les océans. Elle va créer la nature et toutes les formes de vie paisibles, tout ce qui va être les petites fleurs, les arbres, les herbivores. Et bien vite, elle s'aperçoit que ça ne fonctionnera pas car les bêtes vont manger les plantes plus vite qu'elles ne repoussent. Du coup, Dunya se rend compte qu'il faut qu'il y ait un cycle de naissance, de vie, de mort pour que le monde puisse renaître. Du coup, elle va donner naissance à un prédateur, le ver dévoreur. Celui-ci, donc comme dans la version Ménite, il va créer tous les prédateurs partout où il passe et il va commencer à chasser tout ce qui peut être chassé. Au bout d'un moment, le ver dévoreur n'a plus rien à chasser et il va choisir une proie plus importante et il va chasser Dunya. Ah, ça c'est ballot, ça par contre. Dunya va fuir parce qu'elle a peur et elle va finir par se faire attraper par le ver dévoreur. Donc dans l'ancienne version du jeu de rôle, il y a une légende ou une hypothèse qui dit qu'une forme ailée, draconique, gigantesque serait passée devant Dunya pour la ralentir pendant sa fuite, afin que le ver dévoreur l'attrape, et ça serait Toruk. Et donc donc les dragons existeraient Alors, hors de... Toruk, lui, il a, ça va être très clair ce que je vais dire, il a déchiré la réalité de ses griffes et il est arrivé. Ok, donc il vient d'ailleurs. Il vient est d'ailleurs, pas- on ne sait pas, ok. il n'est pas lié à aucun cycle, il n'est pas lié au ver dévoreur, contrairement à ce que on pourrait croire. C'est vraiment une entité totalement extérieure à Ok. l'Imoren. Donc après, il y a l'épisode où le ver dévoreur finit par attraper Dunya et la viole, ce qui va donner naissance aux trolls, aux ogruns, aux gobers, aux bogrins et aux pharaons. Alors, je vais faire une parenthèse sur les pharaons, déjà parce que c'est une race extrêmement intéressante, mais dans la première version du jeu de rôle, les pharaons, ils auraient été créés par un magicien, selon la légende, et dans Unleashed, c'est Dunya qui crée les pharaons. Donc il y a Ok. deux histoires, on ne sait pas trop laquelle est la vraie. Après avoir donné naissance à tous ses enfants, Dunya choisit le plus fort et le plus compétent de ses fils pour aller combattre le ver dévoreur. Elle choisit Menot. Donc Menot qui, dans cette version, serait un ogrun. Et Ah oui, porterait un masque pour pas que ça se voit trop. Il crée quand même l'humanité. Ah oui, ça change du mec badass trop joli, C'est ainsi de ça, suite. ça Ok, change. d'accord. Donc il crée quand même l'humanité, donc on sait toujours pas si c'est volontaire ou non, et il part combattre le ver dévoreur en Urkaran. Donc l'Urkaran qui dans la dernière version du jeu de rôle serait le cauchemar éveillé du ver dévoreur. Ok. Alors moi j'ai une très nette préférence pour la version de Dunya, de la création du monde par Dunya pour deux raisons. La première c'est que tous les dieux y ont un peu leur place, parce que dans la version Ménite, on sent qu'il y a un léger parti pris, et Dunya Pourtant, n'existe pas c'est du pas tout. le style des Ménites, le C'est parti pas pris. du enfin, tout le style de c'est- la maison. C'est les mecs plutôt ouverts d'esprit. C'est ça. Et en plus, moi j'imagine bien la tête des mecs sympas comme Reznik ou Severius qui, une fois qu'ils ont calanché, arrivent devant Menot et s'aperçoivent que c'est un ogrun. Oh merde, dis donc, on a bossé toute notre vie et on nous aurait menti. Donc voilà, donc il y a vraiment deux cosmologies qui s'affrontent et c'est assez rigolo de voir. Voilà, chacun se fera une opinion sur l'histoire véritable. Ok, bon bah on va passer au petit thème force alors. Alors déjà pour préciser, moi je joue aucune des factions dont on va parler. Donc J'ai je suis- joué Menot en début, enfin en MK2 il y a 3 ou 4 ans, donc c'est pareil, je me prétends pas du tout être un expert. Alors bah on peut commencer par Orboros. Pour préciser déjà, Orboros c'est pas le ver dévoreur. C'est deux choses distinctes. En fait le ver dévoreur c'est juste une partie d'Orboros. Orboros c'est un concept qui regrouperait à la fois Dunya, le ver dévoreur et le monde. Sachant que le monde en plus a été créé plus ou moins par Dunya. Donc voilà, c'est un petit peu abstrait. Si vous cherchez quelque chose qui était vraiment l'image du ver dévoreur, ça va être l'Empire Molgour, dont on a quelques traces en fait dans le fluff. On ne sait pas trop ce que c'était. C'est juste que ça existait avant. C'était une alliance de tribus sauvages. Donc il y avait des Trollkin, Des Bogrins, des Gobers, des humains, un peu toutes un les peu races toutes les races, sauvages, ouais. plus les humains.
mais qui vénérait le ver dévoreur en fait. Donc c'était pas on vit dans les bois, c'est la nature, tout est beau. C'était un règne de terreur en fait. Oui, c'est C'est ça, la c'était loi des du plus barbares, fort quoi. quoi. Enfin c'était C'était... vraiment la loi du plus fort avec sacrifice et ainsi de suite. Donc il y a une des thèmes force en fait qui va reprendre un petit peu cet aspect dévoreur et ça va être The Devourer Host. Donc dedans, on va avoir tout ce qui est beast vivantes qui sont pas des caractères. Donc on a le droit à Getorix quand même, les Tarn, les Deathwolves, donc c'est une unité spéciale de personnages. On a au Shifting Stone, au Gallows Grove et au Lord of the Fist, sachant que le Lord of the Fist c'est une incarnation du dévoreur sur Oui, 15, c'est ça? comme Wormwood. Voilà. Au niveau des bénéfices de la Theme Force, en fait, on va tous les 20 points de Tarn, on va avoir droit à un solo ou un command attachment, donc ça c'est du classique. Les beasts gagnent snacking, donc ça c'est toujours sympa pour l'anti-récursion et puis ça permet de soigner au fur et à mesure. Et tous les 10 points de Tarn, pardon, on a droit à un corpse, un corpse token qu'on peut donner après le déploiement, donc ça permet de s'adapter. Alors la notion de corpse token, en fait, c'est un truc super sympa qui représente le ver dévoreur. C'est juste que quand on tue un ennemi, on récupère ses parties vitales, en fait, son cœur. Oui, les Tarn ont Ouais. tendance à manger le cœur de leurs adversaires Mm. pour s'approprier leur force. Voilà. Donc les Tarns, c'est vraiment la sauvagerie à l'état pur, en fait. Ouais. Et ce sont des créatures magiques. Non, Enfin, c'est des humains c'est- qui, à force de faire des trucs bizarres, ont sont devenus adapté, autre ouais. chose et peuvent se transformer et incarner l'esprit de leur dieu tutélaire. Ouais, ils incarnent la sauvagerie, C'est ils ça. peuvent se transformer. On va dire que c'est des sortes de loups-garous, Ouais. ish, à peu près. Sachant que, alors je sais pas si vous le savez, mais en fait, alors de mémoire tu me corrigeras, mais tout ce qui est wolf dans les beasts Orboros, Oui. en fait c'est des humains. Qui ont bu Qu'on- un élixir voilà. bizarre fait par les druides d'Orboros et qui les transforme en loups-garous les soirs de pleine lune, et des fois ils peuvent se transformer à volonté, sauf le pur blood qui lui n'a plus de traces d'humanité et est né de 2 parents qui avaient bu l'élixir et reste en loup toute sa vie. Donc ouais, donc c'est vraiment des créations et des aspects de sauvagerie. Alors il faut savoir que donc les Tarns, ces charmantes petites personnes, ils ont failli disparaître. Il y a eu une malédiction qui a été lancée sur eux, ça s'appelait la malédiction des 10 plaies, ouais. C'est Moreau qui l'a lancé. Alors, c'est pas exactement Moreau qui l'a lancé, c'est des prêtres de Moreau Oui. qui l'a lancé. En fait, lors d'une guerre entre le Cador et le Cygnar, il y a les druides d'Orboros qui se sont dit, alors à l'époque, le Cygnar et Cador adoptaient la foi ménite. Donc ils se sont dit, Et Morrowen. oui, mais Moreau était, c'était une petite foi ouais. en fait. Et le ménite était la foi principale au Cygnar. Et les druides se sont dit que ils allaient aider les deux pays en fait à se faire la guerre, histoire d'affaiblir les deux puissances et d'affaiblir l'église ménite. Donc ils ont dit aux Tarn de s'engager du côté des Cadoréens. Donc ça a marché, les deux pays se sont fait la guerre, donc alors bon, ils se font encore la guerre depuis, il n'y a pas vraiment eu de gagnant. Par contre, ce que les druides n'ont pas anticipé, c'est la réaction de l'église de Moreau. Donc l'église de Moreau a pris plus de pouvoir, par contre, elle a associé les Tarns à des créatures de ténèbres et à une malédiction en fait. Donc il y a les plus grands prêtres de Moreau qui ont lancé une malédiction sur les Tarns, donc c'est la malédiction des 10 plaies, qui fait que les Tarns en fait avaient une fertilité qui baissait avec le temps, Oui. ce qui devait les faire disparaître. Donc toutes les tentatives pour contrer ça de la part des chamans Tarn ou des druides d'Orboros sont ratées. Ça n'a jamais marché. Il y a juste récemment, c'est Morvana qui a réussi à briser ça, ce qui crée en ce moment une explosion des Tarn en fait. Oui, il y en a beaucoup là. Ouais, et c'est une menace pour les royaumes d'acier, parce qu'on ne sait pas exactement combien il y a de Tarn, mais quand ils vont se réveiller, ça va Surtout faire avec mal, ce qui s'est normalement. passé dans Dévastation avec Cromac qui a récupéré la hache de Madrag, qui a fait venir le ver dévoreur sur Caen, tout ça, s'ils sont de plus en plus nombreux, on sent que ça va vite être le bordel. Quoi. Ouais, surtout qu'ils sont pas très subtils, hein. Et donc le fait que Morvana ait réussi ça, ça fait que les Tarn sont en adoration devant elle, en fait. Oui, C'est ce qui lui a donné une grande partie de son pouvoir c'est ça, mais ça se politique, ouais. casse un peu la gueule parce que Cromac s'est opposé à Morvana et en a eu marre de voir qu'elle utilisait son peuple comme des pions. Du coup, il est allé un peu vers Kruger et maintenant j'ai l'impression qu'il fait cavalier seul. Ah, ce sera intéressant de voir comment ça va se développer, ça, alors. Ouais.
Donc voilà. Alors sachant que pour les autres druides, en fait, ils sont pas sûrs que Morvana ait réussi à faire ça grâce à son talent. Enfin, même s'il fallait le faire. Il y en a qui pensent que c'est juste que la malédiction s'est affaiblie au cours du temps et qu'elle est arrivée au bon moment pour réussir à la détruire. Ce qui représenterait bien le côté opportuniste de cette charmante Ouais. Morvana. Mais il faut quand même un petit peu de talent pour le Un faire. petit peu de temps. Donc voilà ce qu'on peut dire sur les Tarn. Aussi, moi, ce qu'on peut dire sur les Tarn, c'est qu'il y a vraiment une différenciation homme-femme aussi. C'est ce qu'on voit dans les unités. Il y a les hommes qui sont plutôt pour le combat au corps à corps, c'est Ouais, ils ça? sont sur medium base, ils ont plein Ouais. de points de vie, ils deviennent plus forts et ils Mm. encaissent un peu plus. Alors l'encaisse c'est en Mm. théorie. Et alors que la femme est fourbe. Ça, c'est bien connu. La femme est fourbe. Je te laisse, Sauf ma maman et ma sœur. je Je te tiens, laisse je tiens à le dire. l'entière responsabilité de ces propos. Et donc, elle, c'est plutôt l'embuscade, la furtivité, C'est ça, les ouais. petits javelots empoisonnés. Donc, Ouais. on voit ça sur les. Il y a une unité à pied et Une une unité unité sur montée. l'eau. Ouais. Voilà. D'ailleurs, il y a même 2 unités à pied, parce qu'il y a aussi celle avec. Oui, qui elles font la magie du sang. Ouais. Donc, alors, vous m'avez pas vu, je faisais des super gestes pour faire des petits couteaux et tout. Mhm. Bon, c'est dommage, j'ai plus le nom de l'unité, mais vous pourrez le retrouver si vous voulez. Donc, ça, c'est l'Atem Force de Devourer Host. Donc, au niveau efficacité en jeu, pour l'instant, alors, j'ai pas pu la tester, hein, vu que je joue pas ça. Mais les retours sont positifs, en fait, de ce que j'ai pu voir. Donc, c'est pas l'Atom Force qui va tout révolutionner, mais c'est quelque chose qu'on peut jouer en étant efficace, quoi. L'accueil de la part Ouais. des joueurs au début était très mitigé, puis je crois Mm. qu'il y a 2-3 joueurs américains qui ont réussi à faire des belles performances avec ce thème, et depuis les gens s'y intéressent un Ouais. petit peu plus, je crois. Alors ça va être une petite constante en fait au niveau des thèmes force, c'est que généralement les gens crachent dessus quand ça arrive. Alors pour moi, alors on fait un petit aparté. Pour moi, l'exemple type, c'est la thème force Krix dont on parlera sur les pirates, avec plein de ghostly et ainsi de suite. Quand c'est arrivé, tout le monde trouvait ça nul. Et il y a eu des bons résultats en tournoi, et depuis, en ce moment, c'est la liste qui fait peur en fait. Je m'inclus dans ceux qui trouvaient ça très nul quand c'est sorti. Hein. Ouais, donc voilà, c'est ce qui montre aussi que des fois, vaut mieux pas gueuler tout de suite sur les forums et avoir un petit peu de recul. Ouais, mais il y a l'inverse aussi. T'as Ouais. la Theme Force Iris, elle est sortie, tout le monde l'a trouvée pétée, et en fait, elle est bien pétée. Ouais. Voilà. Donc voilà pour ce qu'on pouvait dire sur le dévoreur et ses charmants petits armes. Je sais pas si tu as quelque chose à rajouter là-dessus. Non, non, non. Au niveau des serviteurs des druides, des Black Clans, donc il y a les Tarn et il y a aussi tout ce qui est Wolves of Orboros. C'est pas facile à dire en anglais ça. Donc en fait ça va être majoritairement des tribus humaines. De toute façon, Qui prient le dévoreur, mais qui ne font pas les trucs chelous que font les Tarn à Voilà. boire du sang et ils à ont manger une des cœurs. certaine limite en fait. Voilà. Ouais. D'ailleurs, Orboros, il y a quasiment que des tribus humaines. Il n'y a que Je des les humains. note, ouais. Il n'y a, pas d'autres il y a d'elfes, rien. de nains. Non, Ouais. non. Même pas de pharaon, d'Ogrun, c'est assez marrant. Les druides les manipulent. Dans le fluff, en fait, Orboros fait pas trop la distinction entre des Tarn, des pharaons, des crocos. Du moment qu'ils peuvent les manipuler, les En envoyer même à la temps, baston, ça y va. les druides, c'est la manipulation, ils font Oui. que ça. Enfin, c'est leur hobby, en fait. C'est leur façon de procéder. Ouais. Donc alors The Wild Hunt, ça va représenter toutes ces tribus humaines qui n'ont pas basculé totalement du côté du dévoreur. Alors en fait The Wild Hunt, donc c'est des loups d'Orboros majoritairement. Ce qu'il faut savoir, c'est que au début il n'y avait pas que le loup comme totem parmi les tribus humaines. Il y avait plein de totems différents. C'est juste que les druides ont trouvé que le totem du loup était le plus intéressant parce qu'il y a le côté chasse en meute, on suit le leader, ainsi de suite. Donc ils ont décidé de favoriser ce totem, ce qui fait que maintenant il est majoritaire. Donc ça représente, cette petite histoire, ça représente un petit peu aussi ce qu'aiment bien faire les druides avec les humains. En fait, les loups d'Orboros, c'est une sorte d'élevage de druides. C'est ça, ils les laissent volontairement à un niveau technologique très très bas et ils les font se reproduire entre eux parce que l'appel du sauvage se manifeste plus facilement chez eux. Ouais. Alors en fait, l'appel du sauvage, ouais. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, quand on est druide, on va recevoir un appel, ça va être à différents âges, ça dépend vraiment. À un moment, on va commencer à percevoir la nature, le vent, Entendre enfin, les les alarmes. bêtes la nuit, leur répondre Ouais. et en fait entamer une discussion avec les loups qui sont dans le bois d'à côté. Voilà, donc ce qui fait qu'on est un petit peu louche
dans le village du coin. Hein, généralement, on a tendance à nous jeter des cailloux. Si on est chez les Ménites, avoir l'appel du sauvage, ça se règle assez simplement par un bûcher le lendemain matin. Ça réchauffe l'atmosphère, c'est toujours sympa. Donc les enfants, généralement c'est des enfants reçoivent l'appel, et donc il y a des druides les druides perçoivent ça, ils viennent chercher l'enfant et ils l'éduquent en fait. C'est ça, ils ont un GPS à appel du sauvage Voilà. et ils les détectent très Et rapidement. donc c'est pour ça aussi qu'il y a plein d'histoires qui tournent autour d'enfants disparus, kidnappés par les druides, et ainsi de suite. En fait, c'est pas tant qu'ils viennent voler les enfants, enfin si, ils viennent les voler, mais c'est juste parce que c'est des druides en devenir. Mais les C'est parents pas- n'ont pas vraiment le choix. Alors, il y en a beaucoup qui sont contents de s'en débarrasser parce que les gamins sont un peu fous et que de toute façon ça va mal se passer pour eux. Mais si les parents voulaient pas, les druides le prennent quand même. Ah oui, bah, de toute façon. Ouais. Ouais. Et donc c'est là qu'on retrouve cette notion d'élevage en fait, c'est que donc ils ont favorisé le totem du loup parce que l'aspect du loup était intéressant pour eux, et en même temps parmi ces tribus humaines en fait ils ont sélectionné des lignages parmi lesquels l'appel j'ai oublié le nom déjà, Du sauvage. l'appel du sauvage apparaissait le plus souvent, et donc en fait toutes ces tribus c'est des sortes d'incubateurs à druides. C'est ça. On va appeler ça comme ça. Donc ces tribus, ils sont restés au niveau technologique de l'Empire Molgour, en fait. C'est ça. La lance bifide, ainsi de suite, c'est vraiment des armes qui étaient utilisées à l'époque. Il y a peut-être l'arbalète. Ils qui ont est l'arbalète, arrivée, Ou peut-être qu'ils l'ont fait après, mais c'est Ouais. c'est le maximum de la technologie, l'arbalète. Ouais. Donc alors au niveau des unités qu'on peut avoir, donc on peut avoir toutes les beasts qui sont pas des caractères. On peut avoir toutes les unités qui sont Wolfsworn, donc on a les lanciers, les arbalétriers. Ça va être à peu près tout d'ailleurs. On peut avoir les Shifting Les Stone. Death Wolves, les Skinwalkers aussi, Ah oui, c'est vrai qu'il y a les Skinwalkers Ouais. qui sont à Wolfsworn. qui on a fait boire l'élixir des Warkwolves, mais alors, je sais pas si c'est une version amoindrie ou si ça s'est Ouais. mal passé, mais ils sont arrêtés à la moitié de la transformation. Ouais. Donc c'est à la fois des Tarns, ouais, ils ont pas de chance. Ouais. C'est pas des Tarns, eux. Ils sont pas. Ah, je Ah, ils croyais que sont pas c'était Tarns des du Tarns. tout, non. C'est bah voilà. des Wolfsworn, ils ont rien à voir avec les Tarns. Ok. Donc les Gallows Grove et les Werewolves. Donc alors les Werewolves, c'est des loups c'est des loups en fait qui sont dressés par les tribus humaines. Donc tous les 20 points de Wolfsworn, on a droit à un solo gratuit ou à une UA, ça c'est classique. Toutes les beasts gagnent tracker. Donc quand on a tracker, on ignore les forêts pour les lignes de vue. Et seulement pour les lignes de vue, pas pour le mouvement. Donc ça c'est pour représenter le côté chasse, prédateur. Et sinon, on peut donner embouche à unité de Wolf of Orboros. Donc ça, c'est les lanciers. C'est plutôt pas mal comme capacité. Moi, j'aime beaucoup parce que les Wolves, avec leur petit UA, ils peuvent gagner l'équivalent de Weapon Master pendant un tour. Donc, mine de rien, il y a moyen de faire mal, d'engluer. Enfin, C'est un bon ajout d'avoir une unité en embouche, mais c'est un peu redondant et c'est quelque chose qu'on trouve très souvent dans les Theme Force. Bah, de toute façon, au niveau des Theme Force, à chaque fois, on a Les solos gratuits, solo gratuit et une unité en embouche. une unité en embouche, et après une petite capacité. Donc là, c'est tracker et c'est snacking, sinon pour les Tarns, quoi. Ouais. Donc voilà pour les Wild Hunt. Alors pareil, c'est une Theme Force sympa. On pourrait dire bien mais pas top. Bah, moi je la Un trouve peu, bien, elle représente bien le fluff des loups d'Orboros. Enfin, Ouais. J'aime bien. Bah, ça représente vraiment un aspect d'Orboros, mais je trouve que c'est comme les Tarns. C'est vraiment quelque chose de typique. Ça fait pas. Il nous faut, par exemple, alors c'était dans les armes de Signar avec Heavy Heavy Metal, où c'est il nous Il faut faut la Temlist Jack, quoi. Voilà, On en c'est parlera tout à l'heure pour mes notes. Voilà. Sachant qu'Heavy Metal, c'est pété. Mais bon. Et donc la troisième Theme Force, ça va être Bones of Orboros. Alors, les druides ont plusieurs spécialités, et une d'elles, c'est le façonnage de la pierre. Ils vont créer des constructs à partir de pierres et d'arbres. Il y a derrière certaines carrières qui sont utilisées, qui ont des pierres spéciales, qui vont permettre de créer justement ces constructs. D'ailleurs, Elric vient de traduire une nouvelle sur Kruger, où on voit justement des Wolds apparaître comme ça dans une... Non, c'est Baldur. Ah. C'est plus Baldur. C'est sur normalement. Baldur, ouais. Et en fait, Baldur arrive dans une carrière et il crée des Wolds. Donc alors, au niveau de la Theme Force, on a le droit à toutes les beasts qui sont pas constructs. Qui sont construits. Qui sont constructs, pardon, et qui sont pas caractères.
En gros, tout ce qui est construit, vous avez le droit. Donc il y a les Stone Unit, les Stoneward et les Wallstalker. Donc on a droit au Blacklad, il y a le Gallows Grove. Bon, les Gallows, ils sont partout, de toute façon. Le Celestial Fulcrum aussi. Donc ça, c'est la Battle Engine. La Battle Engine, elle est assez marrante en fait, parce que à la base, c'est un instrument scientifique en fait. Ça représente les 3 lunes Ouais. qui tournent autour de Charon. Parce que les druides ont, afin de mieux comprendre le monde pour pouvoir mieux le manipuler, ils étudient depuis plus de 1000 ans en fait les orbites des différentes lunes autour de Charon. Et donc ils ont recréé ça sur leur fulcrum. Donc au début ça servait à étudier les mouvements pour mieux prévoir ce que peut faire le dévoreur. Et là ils s'en servent en fait en combat pour recréer les saisons et avoir des pouvoirs électriques, C'est ça. le feu et ainsi de suite. Donc alors, pour les avantages, toutes les 25 points de Battle Engine ou de Beast, on gagne un solo gratuit. Avant de leecher la furie, on peut soigner un dommage sur toutes les Beasts. Et donc ça, c'est pas mal parce qu'en fait, il n'y a que Baldur qui peut soigner les constructs. Il y a le de la Stone main. Shaper aussi. Ouais, mais en Warcaster, je crois qu'il n'y a que Baldur qui peut soigner. Bradigus peut-être, je suis. Ah, je peut-être sais pas. Bradiagus aussi, ouais. Mais enfin, en tout cas, il n'y a qu'un nombre limité de Ils casters peuvent qui se soigner eux-mêmes Mm. et soigner les mecs autour. Ouais. Avec ça, c'est avec les pierres. Comme vous Le- voyez, on est. Le World Warden, Ouais. il soigne aussi les autres, je ne sais plus lesquels autour. Je vais dire ça tout de suite. Ouais, donc là, on regarde en direct live. Donc, comme vous voyez, on est des pros d'Orboros. Non, c'est juste lui, le World Warden, il se Ah, donc soigne c'est tout ça. seul. Donc, cette capacité de soin est toujours sympa. Et sinon, le troisième avantage, c'est gagner 2 pouces à sa zone de déploiement. Et ça, c'est toujours bien, surtout que les wolds sont assez longs. Au niveau des retours là-dessus, pareil, bien mais pas top. Bah, je crois qu'il y a des listes avec, je sais pas si c'est pas Baldur 2, double Ouais. colosse là-dessus, où ça commence à À avoir devenir- 23 d'armure, et puis Mais ça en se fait, soigne au c'est- début de chaque tour. Ouais, mais c'est plus un rajout à ce qui existait déjà en fait. C'est ça. C'est des casters qui étaient déjà bons avec les Wolds, qui utilisent cette thème list pour s'améliorer, mais ça apporte pas vraiment de ce que j'ai pu voir de nouvelles listes ou. Non, de ça nouvelles renforce juste utilisations, un quoi. aspect qui était déjà fort, quoi. Baldur 2 et des Ouais. Worlds. Et ça permet quand même à Bradigus de devenir plus jouable, hein, parce que Bradigus s'était pris un bon nerf avec le passage avec la MK3. Ouais. Et tous les joueurs qui avaient acheté plein de Wolds parce qu'ils trouvaient ça super joli et qu'ils adoraient le fluff des Wolds, bah au moins ils peuvent Ils les peuvent utiliser continuer à maintenant. les jouer avec amour. Voilà, c'est ça. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut dire sur Ouroboros. Donc en conclusion, on peut dire que c'est 3 thèmes force qui sont sympas. Oui. Moi je trouve qu'on des thèmes vraiment particuliers, donc qui vont pas forcément révolutionner la façon de jouer, mais qui vont apporter un petit plus. Et qui représente bien des aspects d'Orboros. Non, c'est pas mal. On passe Et- à mes notes après Orboros. Mes notes, le gars trop beau, Le gars beau trop gosse. beau qui se cache derrière un masque parce que c'est un Ogrun. Alors, il y a 2 thèmes force pour mes notes. Donc, on va commencer par les gardiens du temple. Alors, les gardiens du temple, c'est tout ce qui est Flameguard. Les gardiens de la flamme, ils ont été créés par Sulon durant les premiers jours de la guerre civile signarienne. Et là, tu vas me dire, mais qu'est-ce que la première guerre civile Mais signarienne? qui est Sulon? Alors, les Signariens, il y avait la foi ménite et la foi moroéenne qui vivaient pas du tout en harmonie, avec au début de la création de la foi moroéenne, les Ménites qui les persécutaient. Je fais très vite, hein. Et après, il y a un roi Signar qui a choisi de mettre dehors des chambres de pouvoir et des conseillers, tout ce qui était Ménite, afin d'assurer à la foi moroéenne d'être la religion d'État, en quelque sorte. Et du coup, la persécution s'est inversée. Alors, est-ce que c'est les Tamarites qui en ont profité parce que les Ménites refusaient la magie, donc le roi Signar, il s'est dit qu'avoir de la magie à son arsenal, c'était peut-être pas mal. Est-ce que les Tamarites en ont profité? Est-ce que c'était juste du pragmatisme politique ou les Moroéens? Bref, les Ménites se sont fait persécuter. Tiens, si on peut faire un petit aparté juste pour ceux qui connaissent pas trop le fluff, c'est qui Moro et Tamar? Alors, Moro et Tamar, ce sont 2 humains qui, par leurs actions bénéfiques pour Moro et maléfiques pour Tamar, ont réussi à devenir des dieux.
Je vais pas, sinon on Ouais, va en faire non, mais pour une heure, mais en mais gros, ouais, c'est Moreau, ça. ce serait plutôt le côté bonté. C'est le gentil et Ouais. Tamar c'est la méchante, sachant que la foi en Tamar n'est pas interdite Mm. au Signar par Ouais. exemple. Évidemment, chez Ménote, tout ce qui n'est pas Ménite, il n'y a pas droit, mais Tamar, on peut Mm. prier Tamar. Ce qu'il faut pas, c'est se regrouper entre Ouais. Tamarites parce que ça commence à Mm. comploter. Bah, de toute façon, le truc en fait, Tamar, c'est si tu veux obtenir quelque chose, fais-le toi-même C'est ça, et c'est voilà. Tous les l'individualisme moyens à sont bons, quoi. outrance, Ouais. c'est ça. Donc, les Ménites se faisaient persécuter jusqu'à ce qu'un Sulon prenne une place prépondérante au sein du clergé ménite, et en 475 après la révolte, il appelle tous les Ménites du monde à venir dans l'est de Caspia et à se rebeller contre l'État signaréen. Pour ça, il va leur donner des armes, il va créer les gardiens de la flamme, donc les premiers mecs en blanc avec les épées et les boucliers. Donc les gardiens de la flamme qui sont pardonnés si avant ils ont fait des trucs pas cool, leurs familles sont mieux traitées s'ils meurent, ils auront plus de pognon. Donc il s'ensuit une guerre civile de 2 ans où il n'y a pas vraiment de gagnant avant que Sulon ne tombe au combat. Et le hiérarque qui le remplace, dont j'ai complètement mangé le nom, arrive à négocier une paix avec le Signar où on leur donne les terres qui sont à l'est de la partie orientale de Caspia et ce qui va devenir le protectorat de Ménote. Donc une terre assez pauvre dont personne ne veut et on les envoie là-bas. Il y a juste 2 conditions. Ils doivent payer l'impôt à la couronne signaréenne et ils n'ont pas le droit d'avoir une véritable armée. Ils ont le droit d'avoir donc les gardiens de la flamme pour défendre leur temple, mais créer une armée, c'est mal. Donc les Ménites acceptent, et après, donc le protectorat devient une nation assez puissante grâce à pas mal de choses. Ils découvrent du pétrole, des diamants, ils s'allient avec les Hydrianes, enfin je fais très Et vite. ils respectent leurs paroles parce que ce sont des mecs loyaux Alors, et donc ils ils n'ont respectent pas d'armée. tout à fait leurs paroles, on va le voir dans les 2 thèmes. Donc, très vite, ils font une armée en sous-main. Donc, n'importe quel ménite du protectorat peut être appelé à prendre les armes. Donc, il y a des caches d'armes dans le protectorat. Et les gardiens de la flamme passent très vite du statut de défenseur des temples à une armée de métier. Le protectorat va attendre que le Cador attaque le Signar avant de se déclarer comme nation totalement indépendante et attaquer le Signar. Ils ont profité de la méconnaissance des inspecteurs du Signar, ou alors ils leur ont filé des diamants pour réussir à monter leur armée. La Flamme Guard, à l'heure actuelle, c'est 90 000 hommes, à peu près, qui sont sous le commandement de Féora. Alors, par comparaison, les exemplaires, c'est 21 500 pimpins. Donc, il y a presque 4 fois plus de Flamme Guard, qui sont répartis. Il y en a 80 000 qui sont des Temple Flamme Guard, 8 500 qui sont des Cleansers sous les ordres de Malecus. Ça doit faire une ambiance sympa. Et 1800 filles de la Flamme qui sont sous les ordres de Tyra. Alors Féora, je vais en parler un petit peu parce que c'est elle qui a la tête de la Flamme Guard. Dès qu'il y a un truc pourri au royaume de Ménote, une conspiration, ça, il y a le mot Féora qui est pas loin. Voilà, c'est une ambitieuse finie. Et dernièrement, elle a aidé Winter, donc on en avait parlé pour Kingmaker. Elle voulait qu'ils prennent le pouvoir afin qu'ils mettent la religion ménite comme religion d'État au Signar, sauf que Créos est venu la chercher en lui disant non, tu prends pas des initiatives toutes personnelles et tu reviens à la maison, on va voir ce qui se passe. Mais Fura, je la ferais bien du côté de Tamar en fait. Je sais pas pourquoi je la verrais bien passer du côté de Tamar. Je suis pas sûr, je pense qu'elle croit profondément en Ménote, mais qu'elle aimerait bien quand même avoir plus de pouvoir pour sa gueule. Féora, après ça, passe devant le synode. Donc le synode, c'est l'espèce de conseil des prêtres, des Visgoths, des prêtres dirigeants de Ménote, qui sont juste sous les ordres du hiérarque, et ils s'attendent à ce qu'elle soit punie pour ça, mais elle a déjà un peu la main sur le conseil, le peuple étant plutôt de son côté pour ce qu'elle a fait pour aller un petit peu attaquer le Signar, et en plus le hiérarque, Severius, il commence à être très vieillissant, donc le synode va plutôt placer ses billes sur celle qui pourrait la remplacer, et au lieu d'être punie, elle se retrouve à la tête de la Flamme Guard, alors qu'avant c'était un Hydrien, dont c'est pareil, je n'ai pas le nom, et donc ils sentent bien que par la suite, au niveau du protectorat, quand le hiérarque va calancher, il faut choisir un camp, et ça sera entre Féora et quelqu'un de plus loyal, comme Créos par exemple. Les prochains livres à sortir dans Skull Island risquent de parler un petit peu de ça. Ça va être sympa. Je pense perso, je préférais que ce soit Créos. Moi aussi, ça peut être Tristan aussi, qui aura de l'importance.
Alors en jeu, on a droit à tous les Warjack non personnages, aux unités donc les Doctor of the Flame, les Flamebringers, donc c'est les filles à cheval, les Cleansers et les Temple Flameguard, plus le cœur de Ménote. Et en solo, il y a Nissia Pyrrhus, donc Pyrrhus c'est un champion Le super Flameguard, Flameguard, ouais. c'est ça, plus les Reclaimers, les vassaux mécaniques, les vassaux de Ménote et les Roic. Les bonus, c'est pour 20 points de Flameguard, il y a un solo ou un attachement gratuit. Les Warjack gagnent Geared, donc ça veut dire que quand on est collé à eux, on ne subit pas les blast damage. Et une unité de filles gagne en bûche, donc on est encore dans le gain classique des Theme Force. Alors mon avis, c'est que c'est un Theme Force qui respecte vraiment le fluff. Quand on voit la liste d'armées, c'est vraiment la Flameguard et rien d'autre. Je trouve ça plutôt bien. Je pense qu'il n'est pas très fort actuellement parce qu'il n'est pas adapté au méta et qu'il n'y aura que les jacks pour casser du lourd, sinon c'est plus des trucs légers ou d'encaisse. Mais je pense que le Steamroller 2017, s'il remet un peu à la mode l'infanterie, ça pourrait être plus sympa. Sachant que pour rejouer des listes full infanterie, donc là c'est en Kingmaker avec une cinquantaine de pimpins, mine de rien, même si tu tapes pas fort, tu noies l'autre et les listes Jack ont pas. Vu qu'il n'y a pas beaucoup d'infanterie, alors il y a beaucoup de moyens de tuer l'infanterie, il y en a énormément, mais les gens les prennent pas forcément parce qu'en face Il n'y a pas on trouve d'infanterie. du lourd. Et donc il n'y a pas forcément beaucoup de volume d'attaque et il y a moyen de faire des listes qui sont vraiment sympas où on va pas forcément faire mal à l'adversaire, mais il réussira pas à tout tuer, donc on peut s'en sortir. Bah, je pense que le Steamroller 2017 qui va remettre l'infanterie à la mode, plus la sortie des Grim King qui seront une armée d'infanterie, on voit le Kingmaker, Blindwater, le Theme Force Pharaoh ou autres peuvent inciter à un changement de méta, peut-être au fur et à mesure. Ouais. Alors le deuxième Theme Force qui est disponible pour nos amis Ménites, c'est The Kratos Might, et c'est un thème qui n'a absolument aucun sens d'un point de vue du fluff. Les Ménites sont très opposés aux Warjack. Surtout à ce qui va constituer l'intelligence artificielle des Warjack. Alors les Warjack, c'est une montagne d'acier dans laquelle on met un cortex, qui est le software du Jack, et ça, les Ménites, ils aiment pas du tout, parce que c'est une sorte d'imitation de la vie créée par Ménote, et c'est dégueulasse. Dans les règles de création du protectorat, on a bien vu que les Ménites n'avaient pas le droit d'avoir d'armée, donc pas de Warjack, mais ils se sont rendus compte quand même que les Warjack, pour Ça pouvait bosser, être pour utile, labourer quoi. les champs, pour construire des trucs, c'était utile. Du coup, dans une totale hypocrisie et un total pragmatisme, ils se sont dit non, non, mais si on met la dentelette de Sainte-Rolande, qu'on met 2-3 sauts de pureté, qu'on fait 2-3 prières, ça va être nickel, on peut utiliser les Warjack une fois qu'ils sont sanctifiés. Par contre, ils n'avaient pas de moyen de construire les jacks. Ouais, alors ça je vais y venir après du coup. Pour ça ils ont besoin donc le côté industriel du Warjack, créer des plaques d'acier, ça va, il n'y a pas de problème, ils peuvent le faire. C'est pour les Cortex qu'ils ont un gros problème puisqu'ils ne savent pas les faire, qu'ils n'ont aucune école qui les aide à le faire et que c'est extrêmement mal vu pour eux malgré tout de faire des Cortex. Bah, un des problèmes pour faire les cortex, c'est que c'est des magiciens. C'est des qui font les magiciens qui cortex. doivent faire ça. Et les magiciens, ils sont pas trop aimés par Bah, le protectorat. Le protectorat se montre très chaleureux avec eux en les Ouais. brûlant de bon matin, mais ça s'arrête là. Il y a une nouvelle dans Escalation où il y a un bateau qui arrive près des Ménites et il y a un Ménite qui dit alors vous nous amenez notre cargaison de Cortex et là c'est Sorcha qui est dessus et qui dit non, maintenant c'est fini les conneries. Avant vous fournissez en Cortex, mais maintenant vous appelez tous les Ménites du monde à venir chez vous. Les Ménites cadoréens, ils sont cadoréens avant tout, donc vous arrêtez avec vos conneries, on vous file plus de Cortex. Du coup, Garrick Voil décide d'aller chercher les magiciens étrangers, s'il n'a rien, des membres de l'ordre de la magie fraternelle, donc Olael, en Nord, ou je pense peut-être aussi des Grey Lords, pour les libérer. Parce que c'est quand même un mec sympa. Alors il les libère dans la maison de la vérité, de laquelle ils J'aime n'ont bien, pas moi, le droit ça. de sortir. Libération, vérité, c'est des C'est concepts ça. que j'aime bien. Ils n'ont pas le droit de sortir. Il y a toujours des exemplaires ou des moines de l'ordre du point là qui vérifient à ce qu'ils aillent très très bien, ces gens-là. Ils aillent très très bien, Ouais. mais dedans, qui sortent pas. D'ailleurs, aussi, il y en a quelques-uns qui sortent, mais pour les protéger, ils sont enchaînés. Ils sont enchaînés, Voilà. casqués pour qu'il leur arrive rien, qu'ils se perdent pas. Ils ont toujours des mecs Ouais. autour. Et donc voilà, les Ménites, c'est comme ça qu'ils font leur Jack. Cortex. À savoir qu'il y a quelques Ménites qui commenceraient un petit peu à s'intéresser au Cortex parce qu'ils n'ont plus assez de magiciens étrangers, donc ça commencerait à se mettre en place. Il y a une particularité chez Ménote, c'est l'huile de Ménote, c'est le pétrole. Alors là, je me trompe peut-être, mais je ne crois pas que les Jack Ménote utilisent ça comme Non, moteur ils de sont déplacement. toujours- Non, Ils sont s'en toujours- servent pour leurs armes, beaucoup, que ce soit les Jack ou les Ménites, mais pas du tout pour le déplacement.
Donc en jeu, on peut jouer tous les jacks non caractères plus l'avatar, tous les vassaux, le cœur de Ménote. Alors, on peut jouer le Visigoth Juvia Roven. Pourquoi? Je ne sais pas. Le Covenant, pourquoi? C'est pareil. Il n'y a aucune raison qu'il soit là, Je ni pense l'un ni qu'il y a l'autre. 2-3 pages dans le livre du Covenant en fait qui parle de Cortex. Ouais, Et ça j'imagine, doit être ouais, pour ça, il ça doit doit y être pour avoir un ça. manuel Donc, par d'utilisation. exemple, Visigoth Juvia Roven, c'est le maire de Sul. Il aurait été très bien dans la Thème Force Flameguard parce que il s'est battu aux côtés de Feora, il s'est battu. Il y aurait eu plus de raisons. Je pense que c'est vraiment des raisons de jeu que je peux comprendre, mais en termes de fluff, il n'y en a aucune. Il y a le Hiérophante, Tristan, les Rois et la BE aussi. Donc les bonus, c'est que tous les 25 points de Jack, plus de Jack ou de Battle Engine, il y a un solo ou 3 rois gratuits. Les solos et le cœur de Ménote gagnent reposition 3, et les sorts d'entretien peuvent être mis dès le début du jeu sans dépenser de focus. Alors je pense que c'est un thème qui est très fort, visiblement il a été très bien accueilli par les joueurs Ménote pour ça, notamment avec Amon, mais je pense que Malekus, Dirt... Alors encore qu'avec Amon, c'est plus mitigé parce qu'on perd certains solos qui peuvent être sympas aussi. Ouais. Donc, Mais dans l'ensemble, les ouais. gens avaient l'air plutôt contents. Par contre, du point de vue fluff, c'est exactement comme Heavy Metal en Signar, ça n'a aucun sens, et encore moins en Ménote, puisque c'est Où pas normalement du les tout... jacks sont rares et c'est pas. C'est ça, c'est pas la force de l'armée, c'est pas le... Voilà. Je comprends pas pourquoi... Enfin, je comprends d'un point de vue jeu, il faut que chaque armée ait sa thème force de Jack lourd, mais je trouve ça vraiment dommage. Et je pense que chez Ménote, il y avait plein de trucs qu'ils auraient pu développer, l'ordre du poing, les paladins de l'ordre du mur, les exemplaires, évidemment, à mon avis, ça sera le premier Ouais, thème ou force basé lourd. sur les bastions pour avoir quelque chose de plus lourd. Ouais, Bon, après, ça peut venir, hein. C'est des mais choses qui peuvent c'est venir. juste Mais... que s'il y avait un thème force d'un point de vue fluff qui n'avait aucun sens chez Ménote, c'était celui sur les Ouais. jacks. Donc voilà. Et ben, on va passer au dernier, alors on va passer aux petits trolls. Donc les trolls, eux, ils ont 2 thèmes force. Je dirais que ce qui caractérise le plus les trolls, en fait, pour moi, c'est l'adaptabilité. C'est leur capacité à être dans un environnement et à s'adapter aux changements et ainsi de suite. Ces thèmes force, pour moi, ça représente ce changement de 2 façons différentes. Donc on en a un, le Power of Dunya. Ça va représenter l'adaptabilité pure, intrinsèque des purs trolls, en fait. Où, bon, on va voir ça après, mais en fait, il y a plein de beast trolls qui s'adaptent à un environnement, ce qui leur donne des capacités. Et le Band of Heroes, en fait, ça va représenter l'adaptation des trolls au changement du monde, en fait. Donc, pour aller rapidement, enfin très rapidement sur l'histoire des trolls, parce qu'en plus, je suis pas un expert là-dedans. Donc au début, les trolls, donc ils vivaient parmi l'empire Molgour, donc ils étaient bien, ainsi de suite. Ils n'avaient pas encore les Dire Trolls à leur côté. Donc ils n'avaient pas encore tout ce qui était, alors j'allais dire fancy, mais ça c'est de l'anglais, c'est mal. C'est mal, Titi, si tu m'entends, je me tape sur les doigts. Donc ils n'avaient pas encore tout ce qui est originalité. Ils avaient un système de combat qui était assez traditionnel. Donc ils vivaient par groupe. Alors on va faire un petit aparté. Il faut savoir qu'il y a 3 notions importantes en fait chez les trolls. Donc on a le kit. Alors le kit en fait c'est tout ce qui est lié à un ancêtre. Donc que ce soit par la famille, par le lien du sang ou par le mariage, si on est tous affiliés à un ancêtre, on fait partie du kit. Alors sachant que ça c'est la théorie, après on peut devenir un membre adoptif du kit si on fait la cérémonie du Coolgat. Alors la cérémonie du Coolgat c'est enfin voilà, on mêle notre sang et puis on devient la même C'est famille. ce qu'ont fait Leto et Madrak. Exactement. Alors après ouais, mais ça c'est pour le krill en fait. Alors le krill c'est la... Ils ont fait la cérémonie Ils du ont sang fait la du cérémonie Coolgat. du Coolgat, mais c'était pas dans le cadre du kit en fait. Ou KISS, je sais pas comment on dit, c'est K-I-T-H. Alors au-dessus du kit, il y a le krill. Donc le krill, c'est tous les kits qui vivent dans une région. Généralement, c'est un village et les communautés qui sont autour. Sachant que pour les plus grands krill, ça peut être plusieurs villages et ça peut regrouper une centaine de kits. Et donc les liens du sang du Coolgat viennent aussi complexifier les liens de loyauté au sein des krills. Donc on peut être un kit d'un krill et pourtant avoir des serments de loyauté avec un autre. Et c'est là que je me vois en relisant mes notes que oui, j'ai dit une connerie. Le lien du Coolgat, c'était Le bien... Coolgat, c'est ce que je suis en train de regarder. C'était C'est bien quand dans le ils se cadre du regardent kit. dans Ouais. les yeux. En fait, c'est pas le lien du sang, le Coolgat, c'est quand les deux se regardent dans les yeux. Deux trolls se plaquent la main derrière la nuque, se regardent droit dans les yeux.
et pour voir si c'est lequel le plus balèze des trolls. Ah bah moi j'ai vu dans le command book qu'il y avait un échange de sang aussi. Alors en gros tu te C'est coupes la possible paume, tu te serres après. la main et puis bla. Et donc oui, le cool gap, donc ça peut être le cool gap peut être accordé au non trollkin. En fait, pour l'instant, on connaît que deux exemples, c'est donc le roi Leto et sinon il y a Pendrake aussi qui a Ah, fait cette cérémonie-là. Donc ça, c'est les deux bases traditionnelles du fonctionnement troll, c'est le kit et le krill. Et il y a quelque chose qui est apparu récemment, c'est le kin. Le kin, en fait, c'est la conscience que les trolls sont une race. On est tous trolls, en fait. Parce qu'ils ont un fonctionnement où c'est plutôt, bah, c'est les Switch Chapel. Et puis on se fait un petit peu la guerre de temps en temps pour le fun, quoi, pour les troupeaux, pour ce qu'on veut. Et là, à cause de tout ce qui se passe pour les trolls, donc ils sont chassés un petit peu partout, que ce soit par les Kriegs, le Cador, le le Signar, Signar, il y a les Orboros, Scorn, enfin tout le voilà, monde tout le quoi. monde en gros. Blight. Peut-être pas les pharaons. Si, C'est aussi bah si, dans Dévastation, c'est quand même les pharaons et les Gatormen qui manipulés sont. par Orboros Ah qui oui, viennent ça. leur foutre sur la gueule. Ouais, Un petit peu, donc en ouais. fait tout le monde, les trolls Ouais, je kin, crois ils qu'il y a tout le prennent monde. tout le monde sur les dents. Et donc le kin, c'est un de ces nouveaux concepts. Donc quand je parle d'adaptabilité, en fait, c'est juste que les trolls, ils se sont adaptés au changement du monde. Avec tous les conflits qui arrivent, ils se sont dit, bah, si on veut pas mourir, en fait, il va falloir qu'on s'adapte. Donc on va adopter les armes à feu, on va adopter de nouvelles méthodes d'entraînement. Donc là, c'est des casters comme Gunborn, par exemple, qui a suivi un entraînement au Signar et qui vient pour entraîner la nouvelle force de Ça se combat. voit sur les Sluggers, la Battle Engine, Voilà, c'est les ça. Pigs. Les pigs qui sont armés alors Ouais. qu'avant ils faisaient pas partie de la force de combat. Et donc ça, c'est vraiment le côté adaptabilité des trolls. Donc ça, c'est pas l'Atem Force Band of Heroes. Band of Heroes, en fait, ça va être une sorte de refus de ce changement. C'est on reste fidèle aux traditions et on se bat de la façon dont le faisaient nos ancêtres. Donc, généralement, avant, quand on combattait, c'était des bandes, quelques guerriers qui étaient rassemblés autour d'un chef, et c'était toujours temporaire. C'était pour une cause, pour une saison, et il n'y avait pas d'armée constituée. Donc, le but, c'était toujours d'assurer soit sa protection, soit la protection des parents, que ce soit le kit ou le krill. Et il peut y avoir des extensions. Donc là, c'est ce qui est apparu récemment, notamment avec les krill unifiés. Les krill unifiés, c'est une confédération en fait de krill qui donne les bases d'une première nation en fait. C'est ça. Il y a- Inspiré ouais. par. C'est l'idée de Madrak qui a été soutenue par Doom Shaper Ouais. et c'est Grissel qui a mis ça en place. Et donc il y a cette confédération-là, les krill unifiés. Sinon au nord, il y a une confédération aussi de. Il y a des tribus. C'est la Norskin. Ah, j'ai oublié le nom. Mais il y en a une aussi. Il y en a une aussi au nord, ouais. Donc voilà, donc alors au niveau des unités auxquelles on a le droit, donc c'est tout ce qui est, en gros, tout ce qui est arme à feu, bah, vous n'y avez pas le droit. Donc on a le droit au Krill Stonebearer, au Krill Warriors, au Fenblade, donc les champions, les Warders, les Son of Brag, on a droit aux Long Riders. Au niveau des solos, on a droit au Fenblade Kit-Car. Alors le Kit-Car, en fait, c'est quelque chose. Alors, le Kit-Car, c'est un badass, en fait. On devient Kit-Car que si on a réussi à survivre à une action qui normalement est désespérée. C'est si on fait preuve de courage face à l'ennemi dans une situation où normalement on n'a aucune chance de survivre. Si jamais on survit, on devient Kit-Car. Tu charges tout seul le Behemoth et Voilà, puis c'est finalement ça. ça se passe bien quoi. Ou tu survis au moins. Tu C'est vois, ça. t'es pas obligé de tuer le Behemoth, mais si tu survis, tu deviens Kit-Car. Kit-Car, en fait, c'est l'équivalent du cuisinier dans les films d'action américains. Ouais. Hein, faut toujours se méfier du cuistot. Donc, on a droit au Stone Scrap Chronicler, au Whelps, au Fellcaller Hero, au Champion Hero et à Hortol, qui est un champion Long Rider. Donc dans ces solos, on retrouve aussi le côté traditionnel. Donc par exemple, le Stone Scrap Chronicler, c'est quelqu'un qui va garder l'histoire du krill en fait, qui va noter dans la pierre ce qui s'est passé. Le Fellcaller, ça va être quelqu'un pareil qui va encenser ce qui s'est passé, les héros, Ils qui va donner les mots, les légendes par les nouvelles, chansons et les contes. ouais, parce que les krill en fait avaient très peu de relations entre eux.
Et ce qui permettait de connaître le monde, ce qui se passait autour, en fait, bah, c'était des personnes qui se baladaient, des trolls qui se baladaient de village en village, et c'est notamment les Fell-Callers. C'est l'équivalent des bardes druidiques, en fait, Ouais, sauf que le dans le barde, quand Shadowrun. il chante, ça porte à 10 km et ça peut faire tomber les murs. Mais Voilà, sinon, c'est ça. C'est une sorte de gros barde. Donc au niveau des bonus, donc tous les 20 points de champion, long rider ou warder ont gagné un command attachment ou un solo sur medium base. Quand on tape quelqu'un au corps à corps, il n'a pas le droit de faire son tof et il peut être remove from play si on veut. Donc on n'est pas obligé de le faire, ce qui fait que si on a d'autres mécanismes qui se déclenchent, on peut préférer de les faire à la place de remove from play. Et enfin, on gagne plus 2 pouces de déploiement. Alors au niveau des retours, ça a l'air d'être une thème list plutôt sympa. non, mais je la trouve Ouais. intéressante. Ça représente bien le côté traditionnel des Troll Blood et ça a l'air sympa à jouer. C'est un peu restrictif, mais pas trop quand même. Il y a quand même pas mal d'unités possibles. C'est plutôt pas mal. Après, alors si on voulait respecter le fluff, enfin vraiment le fluff, je pense qu'au niveau des beasts, on ne devrait pas avoir droit au blitzer par exemple. Ouais, au Blitzer, au Au Bomber, bomber, au enfin Dozer voilà. à Smig. Enfin, mais... Mais c'est juste au niveau des beasts quoi. Sinon, ça représente. En fait, si vous voulez faire des trolls d'antan, les bons vieux trolls où c'était mieux avant quand l'herbe était plus verte et que le krill vivait tranquillement, c'est vraiment la thème force qu'il vous faut quoi. En plus, au niveau efficacité, ben, il y a largement de quoi faire, je trouve, au niveau des références. Puis je pense que ça va bien avec les Warlock Trolls comme les Borka ou les Madrak, surtout Borka, qui peuvent Ouais. représenter cet aspect-là des trolls. Donc voilà pour Band of Heroes. La deuxième thème force, c'est The Power of Dunia. Donc Dunia, faut savoir qu'on l'a présenté dans la cosmogonie comme quelqu'un de bon, de gentil, mais il n'y a pas que cet aspect-là. The Power of Dunia, en fait, ça va représenter le côté, alors plutôt le côté magicien des trolls. Donc ce qu'il faut savoir sur les trolls, en fait, c'est que quand on est magicien, on le sait dès la naissance. En fait, les magiciens naissent avec une dépigmentation de la peau, ce qui fait que on sait dès l'enfance qu'un troll va être magicien. Donc certains chamans, en fait, pensent que c'est Dunia, en fait, qui marque ces trolls pour permettre à leur peuple de les élever en leur donnant la force de caractère nécessaire pour manier un pouvoir aussi redoutable que la magie. Donc on retrouve le speech, un grand pouvoir entraîne une grande responsabilité, blablabla. Ce qu'il faut savoir aussi au niveau des sorciers, c'est que la sorcellerie chez les Trollkin, donc c'est un don. Le don, ça vient de Dunia et pas du verre, et que c'est pas forcément quelque chose c'est pas lié à l'érudition. Autant les magiciens humains, il y a beaucoup de recherches et ainsi de suite, autant chez les trolls, apparemment, c'est vraiment quelque chose d'inné et on s'en sert pour le combat, ainsi En de fait, c'est la suite. différence entre le sorcier et le magicien. Dans Donjons et Dragons, le magicien, il fallait qu'il apprenne dans des grimoires poussiéreux ses sorts, alors que le sorcier, il a ça en lui, un peu comme un X-Men, et il balance Ouais. son pouvoir, quoi. Voilà. Donc les sorciers Trollkin, c'est essentiellement des combattants. On retrouve le côté adaptabilité parce que généralement leurs pouvoirs sont liés à leur environnement. En fait, généralement, quand il y a un élément qui est plus présent dans la zone où ils sont, c'est cet élément-là qu'ils vont maîtriser. Pour eux, les éléments sont aussi liés aux saisons. Donc le printemps, c'est la terre, l'été, c'est le feu, l'automne, c'est l'orage, et l'hiver, ça va être l'eau et la glace. Donc il y a toute une symbolique autour. Mais par exemple, si on est un chaman Norskin, on a beaucoup plus de chances de maîtriser la magie du froid Que le feu. que le feu. Voilà. Donc par exemple, Orgol, lui... Ah, remarque Orgol, je sais pas s'il était... je sais pas d'où il vient, Je Orgol. crois pas qu'il soit Norskin. Mais je crois pas qu'il soit Norskin, ouais. Je sais plus. Si, non, lui, il vient des terres arides. C'est logique. Son village vient des terres arides. Contrairement aux druides, parce que c'est une magie qui se rapproche un petit peu de la magie druidique, les sorciers trolls pensent pas que leurs pouvoirs viennent du ver dévoreur. Ils pensent que c'est vraiment Dunia qui leur donne ça. Il y a juste sur quelques sorciers trolls où on sait pas trop qui c'est qui leur donnera leur pouvoir. Il y a notamment des interrogations sur Janissa. Où Janissa, on trouve que ses pouvoirs se rapprochent vraiment beaucoup de ce que peuvent faire les druides. Ouais. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire autrement là-dessus?
Donc au niveau... Ah si, une dernière chose. Je vous ai dit que les sorciers trolls sont essentiellement des combattants. Il y a quand même quelques exceptions, notamment les Dunedain Nottes. Donc ça, en termes de jeu, c'est une unité de trois gypsies en Oui, fait. c'est ça. C'est ça. Donc les Dunedain Nottes, en fait, ça va être normalement des sorciers trolls qui vont aller de village en village et qui privilégient la magie de la protection et le soin. Donc ça va être un petit peu l'équivalent des Fellcaller, qui vont créer des liens entre les communautés, mais qui sont là plutôt pour soigner. Donc au niveau des unités auxquelles on a le droit, donc il y a les Dunedain Nottes, les Krillstone Bearer et les Stone Chronicle, les Trollkin Runeshaper. On a le droit en personnage à Orgul Iron Strike, Janissa Stonehide, les Norskin Shaman, Stone Scribe Chronicler et Troll Whelps. En gros, tout ce qui fait de la magie, vous pouvez le prendre dans la Theme Force. Au niveau des beasts, on va pas avoir de limitation. Il y a juste que c'est non-caractère, quoi, comme d'habitude. Au niveau des avantages, donc l'unité de Runeshaper est illimitée. Il y a tous les 25 points de Warbeast, on a une Medium Base solo ou 5 Whelp. Les Warbeasts gagnent plus 2 à leur seuil de threshold, donc ça normalement ça représente le côté apaisant de Dunya, où ils contrôlent mieux leur agressivité. Et enfin, au premier tour, le caster, enfin le Warlock peut lancer tous ses sorts et les upkeeper gratuitement. C'est encore quelque chose d'assez commun. Au niveau de la Theme Force en elle-même, les joueurs trolls ont l'air très contents de cette Theme Force, parce que c'est une liste full beast. Quand on voulait faire une liste full beast, on utilisait déjà à peu près ça, et ça nous donne des solos en plus. Ça rappelle la liste de Doom Shaper de MK2, la thème list, je sais plus comment elle s'appelait, là, qui était assez balèze avec des Runeshaper. Ouais, j'ai oublié le nom. J'ai oublié le nom aussi. Ouais. Mais ça rappelle, oui, enfin le thème avec, reste un petit peu identique. Les bêtes et les magiciens, quoi. Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait dire autrement là-dessus? Ah si, un petit truc que... Alors ça va être un aparté que j'ai appris en me renseignant un petit peu là-dessus. C'est que les colosses, en fait, pas les colosses, les gargants trolls ne sont pas liés à Dunya. Les gargants trolls, en fait, apparemment, alors vous pourrez nous mettre dans les commentaires si je me trompe méchamment, parce que pour une petite info, en fait, j'ai perdu toutes mes notes et j'ai juste révisé vite fait avant de faire le podcast, donc c'est pour ça que c'est un peu décousu de mon côté, alors que Jean-Marc, il a fait un très bon travail. En fait, ils viennent de la Terre elle-même, les colosses. Ils sont pas une création de Dunya et il y a une grosse part de vers dévoreurs à l'intérieur. Alors je vais pas poster sur le forum, je vais te contredire directement. Non, c'est les premiers enfants de Dunya qui sont nés du viol que le ver dévoreur a commis sur Dunya. C'est les premiers enfants. Mais ils sont tellement puissants, tellement purs de sang, puisque c'est la pureté du sang qui crée la puissance chez les trolls, qu'ils ont plus pris le côté caractère de papa que la gentillesse de maman. Voilà. Ok, ça marche. Et tous les trolls, à l'heure actuelle, du Whelp au Dire Troll en passant par Madrak, viennent des trolls primaires que sont le Mountain King ou le Glacier King ou le Sea King, quoi. Ils viennent, alors comment est-ce qu'ils viennent de... En fait, je ne sais pas s'il y a eu une maman Mountain King et un papa Mountain King qui ont fait des bébés Mountain King et que ça a donné Mulg à la fin, tu vois, après des années, ou si en se coupant un bras, en se battant les uns contre les autres ou contre une autre bestiole, ça fait une espèce de gros whelp qui est devenu un Dire Troll, je saurais pas le dire, mais de ce que je comprends personnellement, c'est les premiers trolls à être nés, d'ailleurs ça doit être les premiers enfants de Dunya après Ménote. Après Ménote. Voilà. Ok. Donc les frangins de Ménote, c'est le Mountain King et tout ça. Faudra en parler à Severius ou à Vindictus. Ouais. Donc on a un Ogrun qui est en fait le frère des Gargants. Ouais, mais tu vois, c'était l'Empire Molgur, ça. Tout le monde était frère, tout le monde était pote, c'était sympa. Ouais. Enfin, le mec qui se balade avec un bateau sur la tête, quand même, c'est un peu le cousin. Ah, ben ça, après, de la famille, quoi. On a tous dans nos familles des gens qu'on n'est jamais content de voir en repas de famille. Donc voilà, c'est à peu près ce qu'on pouvait dire. Après cette fine analyse tactique de Power of Dunya. Bon, je pense que vous connaissez tout sur Power of Dunya, comment l'utiliser, et ainsi de suite. C'est ça. Ouais. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur les Theme Force Ménote, Orboros et Troll. Donc je sais pas si... Sachant qu'on s'est un peu plus attardé sur l'aspect fluff
jeux parce Mm. que on les joue pas. Ouais, donc autant ne pas dire trop de conneries, même Ouais, si j'en dis un peu quand même. et je vais en dire aussi beaucoup. La prochaine fois, on va essayer de continuer les thèmes force. On va essayer de continuer les thèmes force, donc a priori, bon, on va traiter ce qui va rester. Donc ça va être Peut-être pas tout parce je sais qu'il y a Blight Mignon, il reste Krix, il reste Syrah Cyrus, et c'est tout. Syrah. Bah, Donc Cyrus, ça on verra, n'existe on va voir ce qui. pas. Les pharaons, ça n'existe pas non plus. Ouais, t'as un certain Enfin, c'est parti vrai. pris, c'est ton côté Ménite, ça. Donc voilà, donc a priori, il y aura encore 2 numéros sur les thèmes force. Donc là, on va retomber sur des factions qu'on joue un petit peu plus. Ouais. Pour certaines d'entre elles, donc au niveau tactique, on pourra peut-être donner un peu plus de choses. Donc voilà, bah, merci de nous avoir écoutés. J'espère que ça vous aura plu. Merci Jean-Marc. Merci à toi. Et je vous dis à très bientôt. À bientôt, au revoir.